Bonjour à tous, nous sommes Mathilde et Océane et dans le podcast La Bulle, nous explorons l'univers fascinant de la santé, de l'entrepreneuriat, du yoga, du sport, de la maîtrise respiratoire, de la science et de la philosophie. Ces trajectoires singulières nous ont conduites à croiser des figures incroyablement passionnantes. Chaque semaine, à travers ce podcast, nous souhaitons partager ces rencontres et mettre en lumière les voix qui nous ont influencés. Plongez avec nous dans ces conversations inspirantes. Et on se retrouve enfin pour ce 12e épisode de notre podcast. On est vraiment pas mal pris en ce moment. Après, c'est un petit peu tout le temps. Là, on a Mathilde a la formation de 200 heures de yoga. On a fait notre DU de médecine, neurosciences et méditation. Et justement, ça nous a fait poser pas mal de questions. Donc, clairement, vous aurez un podcast sur le débrief de ce DU. Parce qu'il y a évidemment toujours des choses très intéressantes à échanger là-dessus, et ça nous a bien remis au cœur du sujet de la médecine intégrative. Qu'est-ce que c'était ? De se rendre compte que finalement on était un peu nous à la bulle catégorisés peut-être en intégrative avec notre pratique du yoga, et ça nous a du coup vraiment donné envie de vous parler de yoga, de notre pratique, de ce que c'est pour nous le yoga, comment on voit la médecine intégrative ou comment on voit la médecine tout court. Donc vaste sujet qu'on va essayer de traiter dans pas trop longtemps. Mathilde, en plus t'es en plein dedans là en ce moment avec ta formation, donc je pense qu'on va avoir des petites choses intéressantes à vous raconter. Est-ce que tu veux nous raconter déjà tous tes débuts, toi Mathilde, avec le yoga ? Ça remonte à plus longtemps. Est-ce que tu veux raconter qu'est-ce qui t'a amené à faire du yoga ? Pourquoi ça t'a paru, dès qu'on a ouvert la bulle, ça t'a paru évident de me dire « Attends, je finis de me former et on fait du yoga direct à la bulle dès le premier jour ?» Oui, et bonjour. En fait, l'histoire avec le yoga de mon côté, ça a commencé en 2015, quelque chose comme ça, je crois. Je sais plus exactement, mais je crois que c'était ça. À l'hôpital Necker, à Paris, quand je travaillais déjà en pneumologie, au centre de référence de la mucoviscidose, etc., il y avait une prof de yoga qui venait donner des cours à la fois aux patients et à la fois aux soignants. Et cette prof était incroyable, donc le big up pour commencer à Chris Lorion, qui est ça fait très cliché de dire un soleil ou de la lumière pour une prof de yoga, mais vraiment qui apporte énormément à l'hôpital, que ce soit aux patients et aux soignants. Et du coup, c'est grâce à elle que j'ai rencontré le yoga. Je pensais pas du tout apprécier. J'avais toutes les idées reçues qu'on entend tous les jours de il faut être souple, ça va être un truc pour les gens calmes. Enfin voilà, je disais ce genre de choses aussi. Et puis plutôt tempérament très ce que les gens actuellement qualifient de cartésien ou de scientifique, ou je me disais ça va être un peu bullshit le yoga, on va nous raconter qu'il faut se connecter à l'énergie de la lune, machin. Les chakras, tout ça, bref. Je partais pas forcément en me disant que ça allait me plaire, et en fait j'ai cours après cours trouvé ça incroyablement malin. Tout ce qu'elle nous proposait, tout ce qu'elle nous faisait faire, en fait ça faisait le lien entre plein de choses qu'on m'avait appris en kiné et ailleurs, mais en mieux. Donc il y avait plein d'exercices où je me disais là c'est du McKenzie, là c'est comme de l'hypopressif, cette technique respiratoire ça me paraît logique, point de vue débit, volume, etc., tout ce qu'on m'avait appris, mais vraiment des éléments nouveaux et très dans un premier temps très très physique. Je me suis dit que c'était hyper intelligent de bosser comme ça et que ce serait un super outil pour mes patients. Et déjà ça m'a fait du bien à moi, mais aussi au début je l'ai vu comme un outil thérapeutique. Je me suis dit ce serait mieux que de faire des séries de 10 et des squats et du renfort analytique ou du ce que tu veux. Je me dis c'est quand même cool, tu te rends même pas compte que tu bosses, et c'est le flow là, la notion de lier le souffle à la respiration, enfin ça m'a vraiment beaucoup appris. Et donc quand je me suis renseignée auprès de Chris sur comment se former, elle m'a dit va à Yoga Works à New York, c'est une bonne référence. Et donc du coup effectivement je me suis formée après 3 ans de pratique, mais 3 ans où j'étais pas du tout hyper assidue, je pratiquais pas forcément toutes les semaines et j'avais pas du tout un niveau de dingue. Donc voilà, première info aussi, si jamais vous pratiquez de votre côté mais que vous ne vous sentez pas légitime pour devenir prof de yoga ou faire un 200 heures pour affiner votre pratique, en fait tout le monde l'est dans la mesure où vous pratiquez depuis quelques temps quand même et où vous êtes curieux de ça et où vous avez envie d'aller plus loin.
Clairement, je passais pas une inversion, c'est-à-dire je faisais pas d'équilibre sur la tête et j'avais pas mon grand écart, je l'ai toujours pas d'ailleurs, avant d'aller faire le 200 heures. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai atterri au yoga, grâce à l'hôpital et grâce à Chris. Et du coup, dès le début, quand on a ouvert la bulle, ça a été alors d'abord, évidemment, n'importe qui avait envie à l'extérieur de venir pratiquer du yoga au cabinet venait évidemment, mais ça a été quelque chose qu'on a commencé à mettre en place pour les patients, leur proposer. Alors c'était des fois juste on se servait de mouvements de yoga ou de mouvements de respiration dans nos heures de rééducation. Et puis quand ça prenait avec certains patients, évidemment, on leur proposait, on leur disait qu'en tout cas c'était possible et qu'on pouvait essayer ensemble. Et ça a toujours été plutôt, globalement, alors il y a toujours les a priori et tout le temps les a priori. Alors imaginez que déjà c'est des a priori, c'est des gens sportifs qui vont tout le temps vous dire ah non et moi je suis pas souple ou non et moi j'arrive pas à me détendre. Alors imaginez là chez des patients insuffisants respiratoires complètement enraidis de leur dire ah on va faire du yoga, ils nous regardaient vraiment comme des folles. Mais évidemment tout est adaptable, c'est évidemment ça le truc génial avec le yoga, et c'est aussi ça le truc pertinent de la formation, c'est ce qui nous permet je suis pas sûre que on peut juger un prof de yoga, même si c'est très instagrammable, à justement son grand écart ou à ses postures, même si c'est hyper joli et qu'on a quand même, il y a un côté très challenge parfois peut-être dans ses postures qui ne devrait pas être, mais ouais, est-ce que vraiment finalement être un bon prof de yoga, c'est pas justement savoir s'adapter à l'état d'esprit du groupe, à l'envie des patients, à la capacité physique des patients, parce que c'est très facile finalement de donner un cours de yoga, comme on disait, à des gens qui savent très très bien faire du yoga. Donner un cours de yoga à quelqu'un qui n'arrive même pas à faire ses lacets, c'est pas la même pratique. On s'en est rendu compte là pendant le 200 heures ces 2 dernières semaines. Là actuellement il y a donc des étudiants, c'est des étudiants mais c'est des professionnels de santé pour l'ensemble presque, qui se forment pour devenir professeurs de yoga, et donc ils ont commencé par donner, dans la formation qu'on organise à la bulle, on les met dès la première semaine dans une position de professeur. C'est-à-dire que nous, ça nous plaît pas particulièrement cette posture de tu es étudiant, je suis professeur. Je pense qu'un bon professeur est un étudiant, et un élève ne rend pas service à son maître que de se considérer comme élève toute sa vie. Donc dès le début, on aime bien inverser un peu les rôles et se dire ok, vous n'êtes pas seulement là pour apprendre, vous êtes aussi là pour prendre plaisir à transmettre et à pas vous enfermer dans un complexe de l'imposteur qu'on a tous, hein. Et donc du coup, tout ça pour en venir au fait que dès la première semaine, ils se sont retrouvés à enseigner, ces étudiants, à des yogis de la bulle, 2 heures de cours intensifs. Donc c'est 2 heures de suite d'un cours qui est assez avancé au sens où les gens n'ont pas de blessures particulières, sont plutôt en forme, progressent depuis pas mal d'années dans le yoga, et où donc c'est un cours qui va relativement vite, c'est juste ça, les postures sont pas forcément beaucoup plus avancées, mais il y a des choses qui sont moins détaillées pour pouvoir aller vers des notions un petit peu plus subtiles et des enchaînements un peu plus avec plus de flow. Et ils se sont rendus compte que finalement ça s'était très bien passé, et ils étaient hyper contents d'eux vendredi en se disant mais trop cool, c'était super, mais parce que t'as face à toi des gens qui connaissent très bien leur corps, et où quand tu leur donnes une consigne, ils le font à merveille, et ils savent à l'avance ce qu'il va falloir ne pas faire pour ne pas compenser, etc. Et comment ils vont respirer sur l'effort, et comment ils vont doser. Et ils se sont retrouvés à donner un cours de hatha, d'un yoga qui est considéré comme plus lent, on reviendra dessus, mais le hatha est pas forcément plus lent, ça veut pas dire lent hatha, mais c'est notre compréhension moderne du terme. Et donc avec des gens qui étaient plus débutants entre guillemets, ou qui faisaient du yoga depuis moins longtemps, ou qui étaient peut-être plus âgés, ou parfois avec des pathologies, ou des gens avec qui il allait falloir trouver plus d'adaptation et avoir une meilleure pédagogie. Et ils s'attendaient à ce que ce soit plus facile, parce qu'eux se sont dit c'est un cours de hatha, on va pas faire de postures compliquées, ça va quoi, c'est un cours débutant entre guillemets. Et en fait c'est sur ce cours-là qu'ils se sont naturellement, et je pense que ce sera comme ça à chaque fois, cassés les dents, parce que c'est hyper dur de donner du plaisir à respirer, du plaisir à bouger à quelqu'un qui pour le moment n'est pas encore
tout à fait maître de son organisme, de sa respiration et de ses sensations. Et c'était passionnant à observer. Et du coup, je te rejoins complètement aussi. C'est 10 fois plus un art, à mon sens, d'enseigner des cours à des gens qui sont porteurs de pathologie ou qui débutent. Ouais, ça oblige à déjà à pas se tromper, à faire attention et à avoir une certaine fluidité dans l'enchaînement justement des postures. On peut pas dire allez asseyez-vous puis debout puis réassis on repasse au sol. Non, c'est des choses qu'on pourrait se permettre parfois éventuellement avec des gens en forme. Là, c'est sûr qu'il faut qu'on économise en plus les transitions et il faut qu'on soigne justement ces transitions là. C'est pas juste un enchaînement de postures suivi d'une pause. Donc, Et puis ça pose beaucoup plus l'idée de l'intention dont on va parler, mais de se dire, ok, dans cette pause que tel patient ne pourra peut-être pas faire, parce que rien que la posture assise, quand on s'est dit assis, mais qui est capable, dans la population générale dans la rue, là, de s'asseoir en tailleur au sol, sans support, sans aide au niveau du dos, et de rester longtemps dans cette position pour un travail respiratoire ou méditatif. C'est hyper compliqué. Donc, ce qui est hyper intéressant avec ça, c'est aussi de se dire, attends, tu vas pas pouvoir aller exactement dans cette position, et d'ailleurs, on s'en fout, parce qu'en fait, la position va pas du tout être la finalité de ce qu'on te propose, mais nous, on va plutôt s'intéresser à, au final, dans cette position, quelle va être l'intention de la posture, et qu'est-ce qui nous semble important dans cette posture. Donc, qu'est-ce qu'on a envie que tu ressentes et quelle intention on a envie que toi, tu aies dans cette posture. Donc, ça te met ce que Mark Whitwell, qui est un enseignant de yoga qui partage notamment des cours d'éthique qui sont assez intéressants, insiste beaucoup sur cette notion en disant qu'un bon prof de yoga, enfin un bon prof de yoga, ça veut tout et rien dire, mais bref, le yoga, ce serait plutôt la démarche d'adapter le yoga aux pratiquants plutôt que d'essayer d'adapter un pratiquant au yoga. Donc de te dire, quel est l'intérêt de cette posture si je la dépouille, si je la déshabille un petit peu? Qu'est-ce qui travaille? Qui est quelque chose de très kiné aussi. Hein. De te dire, attends, dans quelle posture est ta colonne vertébrale? Comment est ta respiration? Comment sont tes activations musculaires? Qu'est-ce qu'il faut que je prépare pour que tu arrives dans cette posture confortablement? Quel genre de mental j'ai envie que tu aies dans cette posture? Est-ce que je veux que tu lâches complètement? Est-ce que je veux qu'au contraire tu sois un peu dans du dépassement? Est-ce que je veux que tu aies du contrôle? Qu'est-ce que je veux que tu contrôles? Et je veux, encore une fois, tout ça, ça se déshabille aussi. C'est un travail, je trouve, passionnant, cette espèce d'oignon là. Mais c'est ça qui est, du coup, pour rebondir là-dessus, c'est ça qui est du coup absolument... qui fait tellement ouvrir les yeux et changer la vision de notre pratique, c'est qu'en fait, c'est notre job, en tout cas, en tant que soignant. On s'adapte, c'est pas une recette de cuisine, on dit pas, ok, ce patient est étiqueté telle pathologie, du coup il y a une recette de cuisine, on s'adapte à chaque fois, même pas à la pathologie, on s'adapte aux symptômes du patient, à son envie à lui, à son énergie, que ce soit ses objectifs ou que ce soit son énergie du jour, si il est pas bien aujourd'hui ou au contraire si il est en pleine forme. Il faut à chaque fois s'adapter et vraiment cette adaptation, je trouve, elle résonne énormément avec le yoga et je trouve que le fait d'être dans les deux mondes a été vraiment, en tout cas pour ma part, on en reparlera après, mais a été vraiment révélateur de plein de choses et a remis du sens et de la logique et des mots sur des choses que je percevais et que je me dis, ah oui, en fait c'est ça quoi, c'est vraiment attention en permanence et il y a vraiment des petites une révélation, en tout cas, de connexion entre cette pratique du yoga qu'on verra qui est beaucoup plus grande que juste des asanas et notre pratique professionnelle de kinésithérapeute respiratoire, mais plus largement de professionnel de santé, je pense que ça peut suffire. Et du coup, pour peut-être partir dans le vif du sujet, où on se dit... Parce que clairement... On parlait tout à l'heure des a priori, de « Ah non, moi je peux pas faire du yoga, je suis raide, etc. » Il y a aussi ce gros a priori, yoga... gourou, un peu, il y a encore des mots, même si maintenant c'est vachement démocratisé, mais il y a ce côté un peu sectaire ou gnagna ou il y a plein d'a priori autour du yoga. Et quand on est professionnel de santé et qu'au même endroit que là où on fait de la science et des études et des articles scientifiques et qu'on soigne des gens, on fait du yoga. Je pense, clairement, pour beaucoup de gens c'est logique et pour beaucoup de gens c'est bizarre. Et ça on le ressent un petit peu et c'est vrai que pour être allé un petit peu plus loin justement dans la médecine intégrative avec la méditation et pour avoir étudié typiquement avoir fait ce DU, en effet il y a
toute une vision quand même de la médecine intégrative qui est à discuter en tout cas. Et c'est vrai que c'est pas évident de... En fait, c'est toujours un problème de vocabulaire aussi, quoi. C'est toujours un problème d'étiquette et de vocabulaire. Et c'est sûr que si derrière yoga, on imagine qu'on se met des bandeaux dans les cheveux, plein de colliers autour du cou et qu'on fait des hommes pendant 2 heures ou qu'on fait et respirer... encore, quand bien même on ferait ça, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est de baigner dans les deux environnements et de se rendre compte que tu peux trouver, et alors avec toutes les pincettes possibles, mais vous nous connaissez, vous savez que les pincettes c'est pas toujours ce qui nous caractérise, mais j'ai vu des attitudes de gourous et de dérives sectaires au cœur des universités, et pas qu'une fois, mais sous prétexte que c'est universitaire, c'est ok. Et au cœur des soins de professionnels de santé, kinésithérapeutes ou autres, qui peuvent être des gourous pour leurs patients. Enfin, on redéfinira un jour le mot gourou dans un podcast, ça c'est certain. Je pense que vu qu'on en parle là, on a besoin d'en parler malgré tout. Le mot gourou tel qu'il est, c'est ça qui est très difficile, c'est qu'il y a des compréhensions modernes du langage et il y a des compréhensions initiales. Le mot gourou initialement, c'est pas du tout un mot qui est voué à véhiculer ni une prise de pouvoir, ni une attitude sectaire, ni une quelconque notion de dérive. Le gourou, c'est même pas celui qui est supposé être le détenteur de la connaissance, c'est censé être celui qui est un passeur d'expérience, c'est-à-dire quelqu'un qui aurait vécu déjà des choses que tu n'as pas encore vécues sur un domaine particulier, et qui te passe de son expérience, et ça s'arrête là. Donc c'est-à-dire que le gourou, en fait, il a pas normalement un pouvoir sur toi, une autorité, ou si ce n'est le fait que tu reconnaisses son expérience, que tu aies envie d'apprendre de lui, et que du coup, ce soit ton gourou. Et quand tu es dans le yoga et par exemple, encore une fois, l'éthique de Mark Whitwell, il te pousse à essayer de garder une logique de gourou. C'est-à-dire que pour que tu sois toujours toi-même dans une situation d'étudiant, il te dit ce serait quand même bien que tu aies un maître ou un mentor, ou vous l'appelez comme vous voulez, quelqu'un qui continue à t'apprendre des choses et où tu sais qu'il est déjà un peu plus loin que toi sur le même chemin, et qui continue à te tirer vers le haut, et qui t'assure aussi que tu te prennes jamais toi pour le sachant ultime, quoi. Donc c'est quelque chose qui vous demande de vérifier, par exemple, en disant, si vous choisissez un maître ou un enseignant de yoga, assurez-vous que cet enseignant a lui-même un enseignant. Parce que ça vous assure qu'il soit toujours sur une voie de « je continue à progresser, je continue à me remettre en question et je ne tombe pas justement dans un travers de sachant ». Donc c'est marrant parce qu'en fait cette notion de gourou te pousse normalement à l'humilité, et dans notre façon de le voir moderne, on a plutôt l'impression que le gourou, ça va être signe de dérive. Donc je pense que c'est plus un terme à utiliser... Comme tu vois par exemple le mot hatha dont je parlais tout à l'heure, ça sert à rien de continuer à utiliser un vocabulaire en te disant initialement ça voulait dire ça. Le hatha, ça veut dire initialement le yoga de l'effort ou le yoga de l'action, c'est-à-dire un yoga avec une intention physique. Donc en fait toutes les formes de yoga sont censées être du hatha, mais maintenant tu peux plus dire ça parce que si tu dis hatha, les gens s'attendent à un cours lent avec des séances maintenues, enfin des postures maintenues plus longtemps. Donc le vocabulaire évolue et il faut que nous on évolue aussi avec. Donc évidemment que Océane ou moi, on va pas vous dire on est des gourous, mais à nos yeux malgré tout c'est pas une insulte, parce que dans le milieu du yoga c'est pas une insulte. Et encore une fois, c'est ça qui est difficile, c'est que Océane comme moi on a un pied dans les deux milieux. On a un pied dans le yoga et on a un pied dans la science, l'université, la remise en question, des milieux qui parfois ne se parlent pas beaucoup. Mais alors qu'initialement, quand vous faites des petites recherches historiques, ça se parle complètement. C'est-à-dire qu'un jour, on pourra aussi faire un podcast sur la philosophie du yoga. La philosophie du yoga, c'est l'art du doute, l'art de l'expérience, de partir du principe qu'il y aurait le voile de la Maya et que du coup nos sens nous trompent et qu'il faut se méfier des liens de causalité abusifs. Là, normalement, si vous avez fait un peu de science de votre côté, vous reconnaissez les bases de la méthode scientifique. Donc, c'est pas du tout opposé. Et le yoga est absolument pas une orthodoxie en vous disant il faudrait penser comme ça. C'est plutôt une orthopraxie, c'est il faut pratiquer de telle façon, puisque c'est ce qui vous permet d'avancer. Et même ça, c'est en perpétuelle évolution. Donc, pour revenir sur le pied qu'on a toutes les deux dans les deux domaines, on n'est pas en adéquation avec certaines dérives du yoga qui sont indéniables. Enfin, clairement, les préjugés, ça c'est du Hannah Arendt, les préjugés existent, sont véhiculent
une existence réelle. C'est-à-dire que s'il y a des préjugés sur il y a des dérives dans le yoga, bah, c'est parce que les gars, il y a des dérives dans le yoga, en fait. C'est indéniable. Il y a des messages qui sont pas possibles à entendre. Il y a des yogas qui se veulent thérapeutiques ou qui vont prescrire à des gens des façons de penser ou des façons de ne plus penser ou de réduire leur mode alimentaire, etc. Voilà, il y a des dérives et il y a des dangers avec le yoga, c'est indéniable. Surtout qu'il y a des gens qui se tournent vers le yoga parce qu'ils sont dans des situations de fragilité. Donc ça donne encore plus de place à des enseignants qui veulent... C'est ça, c'est qu'avec c'est un cercle vicieux, quoi. Avec ces a priori de... Ah, faut que je me détende, je vais faire du yoga, ou ah, je vais pas bien en ce moment, etc. Fais du yoga. Donc il y a ce côté où en plus ça attire une partie de la population peut-être en période compliquée, en période de fragilité, en période de doute. Et c'est sûr que ça c'est le meilleur moyen aussi pour que parfois ça puisse un petit peu partir en dérive. Est-ce qu'on fait pas une toute petite, un truc très pratico-pratique de définition, petite fiche méthodique du yoga? Déjà, de se dire que c'est quoi le yoga? Parce que en fait, je pense que pour la grande majorité de la population, le yoga c'est l'enchaînement de postures. Et que c'est pas vraiment ça. Et l'origine du yoga, l'histoire du yoga, c'est quand même toujours intéressant, même si je t'en avais un petit peu parlé sur Insta, mais de revoir vraiment que l'origine du yoga, c'était pas forcément des filles en fuseau qui faisaient des grands écarts. Non, mais initialement, c'est pas des filles en fuseau qui faisaient du grand écart. Et pour autant, il faut pas juger... l'habit ne fait pas le moine, il peut y avoir des filles en fuseau qui font le grand écart et qui ont une vraie démarche aussi... au-delà de ça, et d'ailleurs peut-être que leur prouesse physique témoigne d'une certaine assiduité, rigueur, développement par le passé. Donc ça aussi, bon de toute façon on pourrait pondérer tout. Je trouve que tout est question de curseur en fait. Il y a toujours, c'est basique ce que je dis, mais les extrêmes sont jamais très pertinents. Et du coup, ce serait dommage de juger une fille qui a des postures de ouf au yoga en se disant du coup ça veut dire qu'elle a rien compris et elle fait juste de la gymnastique. Peut-être pas. Tout comme ce serait dommage d'imaginer que parce que quelqu'un ne fait aucune pratique physique, ça fait de lui un grand intellectuel. Le yoga, c'est pas ça. Le yoga, c'est l'union. La définition du yoga, le mot, c'est l'union. Il y a plein de définitions différentes, mais le plus classique, c'est de dire ça. Et donc parfois c'est compris comme l'union entre le corps et l'esprit, parfois c'est compris entre l'union des différentes, des êtres entre eux et le côté je comprends qu'il y a une unité de substance ou d'essence entre le monde animal, le monde végétal, le monde humain, entre l'homme et son environnement. C'est des notions qu'on peut rapprocher un peu si vous faites de la philo ou si vous aimez ça, du conatus. Il y a beaucoup de philosophes qui se rapprochent de ce genre de définition. Donc bref, pour pas partir trop loin, le yoga, c'est l'union. Et pour aller sur quand même le petit historique de nous et de la bulle, c'est aussi ce qui nous a unis et réunis avec Océane en août, parce qu'Océane s'est diplômée et est devenue professeure de yoga en me faisant l'honneur de suivre la formation de la bulle, le 200 heures, la première version. En août de l'année dernière, et depuis elle enseigne plusieurs fois plusieurs heures par jour, plus tous les ashrams que t'as fait. C'est un cadeau de toute façon déjà de s'offrir un mois de pratique du yoga dans toute sa splendeur avec une semaine en plus à l'ashram de Gretz, qui est un endroit absolument super pour justement aller explorer tous ces différents aspects, et vraiment c'est un endroit qui vit yoga, donc c'est hyper intéressant. Et puis c'est un cadeau incroyable de se faire ça dans sa vie, d'avoir un petit peu une pratique, même si c'est pas pour enseigner, une pratique un peu autonome et réfléchie, on va dire, du yoga globalement, et puis de pouvoir nous avoir la chance de l'enseigner. C'est un cadeau incroyable dans la journée, de pouvoir s'offrir en plus dans notre journée de travail des séances de yoga. Et puis c'est un partage à chaque fois, donc c'est vrai que l'union, on l'a aussi l'union des différentes personnes qui participent au cours. Il y a vraiment toujours une énergie commune qui se fait, donc c'est vraiment une vraie c'est vraiment une vraie chance. Et
et du coup, ce fameux yoga, moi, ce que j'ai découvert pendant ces 200 heures, alors évidemment, j'avais une petite culture générale, mais vraiment très faible, et j'ai énormément appris pendant cette formation, c'est que le yoga, c'est pas, évidemment, comme on disait, uniquement faire des postures et faire de l'activité physique ou respiratoire. Il y a vraiment 8 branches différentes du yoga, on va pas forcément vous les décrire toutes, mais en gros, la pratique du yoga, c'est et de la philosophie, et du développement personnel, et du développement sociétal, comment j'agis par rapport aux autres, quelle est ma place dans la société, et une vraie pratique respiratoire, mais aussi une vraie pratique physique. Et en fait, c'est vraiment aussi, je trouve qu'il y a aussi ça remet en fait en lien la tête, le corps, l'esprit, la respiration, les émotions. Enfin vraiment, ça refait un lien global logique avec tout ça. Où parfois, en effet, dans notre vie de scientifique ou dans notre vie juste quotidienne assez chargée, où je pense qu'on a tous on sépare vachement ça quoi. Là je vais faire mon sport, là je vais lire un livre, là je vais et vraiment il y a dans la pratique du yoga un peu ce lien je trouve qui revient et qui nous fait vraiment beaucoup apprendre sur nous et qui nous permet vraiment d'avoir des. Moi je trouve que vraiment le gros truc du yoga c'est le côté un peu boîte à outils quoi. D'être le soignant et d'être celui qui dépiste les éventuels problèmes et d'avoir directement les solutions quoi. Il y a un côté vraiment reprise de pouvoir sur nous-mêmes, d'essayer de se dire ok là s'il y a ça qui va pas, déjà d'en prendre conscience et puis de savoir à peu près agir quoi. Ça va vraiment aussi avec le côté connais-toi toi-même effectivement, tu bosses sur toi pendant le 200 heures et t'apprends à travers tes propres expériences. Et d'ailleurs, l'expérience est ultra valorisée au yoga. Ils vous disent, ok, c'est bien, mais posez les livres parfois. Vous avez 2% de connaissances et tout le reste, c'est de la pratique, de la pratique, de la pratique. Et il faut que vous expérimentiez. Et la subjectivité est aussi valorisée. Et ça, on reviendra dessus, mais c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup surprise, moi qui ne jurais justement que par l'objectivité initialement et qui pensait que la subjectivité n'était que biais. Et c'est une autre façon de voir les choses. Mais ce qui m'a plu aussi avec cette approche du yoga, c'est ce côté, tu redonnes les clés du pouvoir, surtout aux patients. Il n'y a pas un moment où c'est toi, ni au yogi, c'est pas toi qui va leur dire grâce à moi et grâce à mes mains, vous allez mieux, vous avez été guéri, quoi. C'est vraiment en mode écoute les sensations que ça te fait, essaye de commencer à porter ton attention sur ce que tu sens au début du cours, essaye tel et tel mouvement, et d'ailleurs je sais pas mieux que toi ce qui va être bon pour toi, je te propose peut-être qu'en fait c'est pas ça qui va être adapté, qu'est-ce que tu sens quand on le fait, et du coup est-ce que tu peux tirer des leçons de ça. Donc nous on a développé un yoga, mais en fait on l'a pas inventé, on n'a rien inventé hein, comme toujours, mais notre approche avec Océane elle est extrêmement éducative. J'ai l'impression que les cours, on essaye toujours que le patient apprenne des trucs sur son corps, sur son anatomie, sur les freins qu'il pouvait avoir mis à tel ou tel mouvement. Et petit à petit se construit un meilleur schéma corporel. Le patient va aussi, ou le yogi, avoir plus une boîte à outils pour se gérer, pour mieux se connaître et pour devenir de plus en plus autonome. Parce que le yoga, bien sûr qu'initialement, c'est pas on se réunit à 20 avec un prof. C'est une pratique qui est vouée aussi à être un travail entre le yogi et le yogi et pas toujours d'encourager cette dépendance à un professeur. Et comme Ossé disait tout à l'heure, de revenir un tout petit peu sur l'histoire, le yoga, ça date... Alors il y a des gens qui mettent des dates différentes, mais en gros, on sait que le mot a surgi avec les Védas, qui auraient donc 5000 ans, qui est donc 3000 avant Jésus-Christ à peu près. Et les Védas, ce seraient donc des textes qui auraient été... Donc, c'est pas des textes. Initialement, ce serait de la parole, donc des sons et des phrases, des mantras qui auraient été dits aux rishis, donc à des sages qui auraient reçu ces textes-là. Donc ça, c'est un peu la mythologie qui va avec. Donc il faut que j'arrête de dire texte parce que c'était pas des supports écrits. Le yoga, dans un premier temps, ça a été transmis à l'oral. À aucun moment, c'était une posture physique, hein. C'était dans un ensemble de la philo,
beaucoup de philosophie, de l'éthique. Et du coup, ce que vous a décrit Océane tout à l'heure, avec les 8 bras du yoga, c'est les 8 bras du Raja Yoga. D'ailleurs, c'est pour ça, 8 bras, c'est Ashtanga. Ashtanga, ça veut dire 8 bras. Et du coup, l'Ashtanga est absolument pas de base une pratique physique, ça c'est très récent. L'Ashtanga, c'est les 8 bras du yoga, qui inclut effectivement de l'éthique, comment vivre avec les autres en société, comment vivre avec soi-même, comment apprendre à gérer son corps, comment apprendre à gérer sa respiration, comment apprendre à se retirer de ses sens, à savoir s'isoler pour pouvoir se concentrer, pour pouvoir méditer et pour pouvoir atteindre le samadhi, un état qui est décrit, alors parfois on va vous dire illumination, parfois on va vous dire de joie sereine, parfois on va vous dire de compréhension de l'unité, mais tout ça encore une fois c'est qu'une partie du yoga, même ces 8 bras là c'est que le Raja Yoga, c'est le yoga dit royal. Et vous avez d'autres types de yoga, c'est-à-dire que si vous arrivez à l'ashram de Gretz avec ou sans nous, mais passez-y, c'est un endroit fantastique effectivement, vous n'allez pas avoir de gens qui font des postures de yoga, ils s'en foutent, ils vivent de yoga et ils connaissent le yoga extrêmement bien. C'est plutôt des érudits dans l'ensemble, mais absolument pas des gens qui vont vous faire un Warrior 2 ou une salutation au soleil. C'est pas du tout leur pratique. C'est-à-dire que le Raja Yoga, c'est un des 4 yogas, mais en fait, il y en a 3 autres. Donc vous allez avoir le Jnana Yoga, qui est le yoga de la connaissance. C'est pas juste de la connaissance à la culture générale. C'est si vous êtes quelqu'un qui globalement se pose plein de questions, a l'impression d'avoir de façon presque innée une quête de je comprends mon environnement, je me comprends mieux moi-même, je comprends mes liens avec les autres et j'essaye de mieux comprendre la nature même de la réalité, ce qui va loin. Ça c'est du Jnana Yoga. C'est-à-dire que vous êtes considérés comme des yogis, vous faites pas de posture, on s'en fout, vous avez une démarche de yoga, c'est-à-dire une démarche qui mène à l'unité. Vous avez aussi la Bhakti Yoga. Donc la Bhakti Yoga, c'est le yoga de la dévotion. Donc ça va être, par exemple, vous n'êtes pas du tout yogi, vous sortez jamais un tapis de yoga, mais vous allez régulièrement à la messe, ou vous êtes musulman, ou vous êtes juif, ou peu importe, vous avez des croyances et des convictions qui peuvent être religieuses ou qui peuvent ne pas l'être d'ailleurs. Et être dans une dévotion plutôt de service à la personne, ou d'amour d'amour de son prochain, ou ça peut être votre profession aussi. Ils vont vous dire, ok, si vous êtes sage-femme, ou vous êtes aide-soignante, ou vous êtes médecin, vous êtes dans la Bhakti Yoga, vous êtes dans la dévotion à autrui, si c'est comme ça que vous exercez votre métier. Ou vous êtes dans une démarche religieuse, vous êtes dans de la Bhakti, c'est une façon de pratiquer du yoga. Et c'est une autre façon d'arriver à la même finalité. C'est-à-dire la finalité, c'est d'éliminer les fausses... comment dire, d'éliminer tout ce qui peut vous faire croire qu'il y aurait autre chose qu'une unité. En gros, c'est pour ça que c'est le yoga, c'est le lien, quoi. C'est pour eux, par exemple, dans les Védas, si vous pensez que votre esprit, enfin vos pensées sont vous-même, que la voix qui s'exprime dans votre tête, c'est vous, et que vos pensées, votre individualité, c'est votre personnalité, et c'est un biais cognitif. Selon eux, c'est extrêmement restrictif de penser comme ça, et ce serait ne pas comprendre la nature même de qui vous êtes. Mais ça, il faudrait des cours de philo beaucoup plus vastes que ça. Donc, pour faire bref, le Jnana Yoga, le yoga de la connaissance, la Bhakti Yoga, le yoga de la dévotion, le Raja Yoga, qui est le yoga le plus pratiqué à l'heure actuelle, c'est-à-dire physique, respiratoire, et hélas, la partie philo et éthique, elle est pas... et méditation d'ailleurs, c'est pas souvent au cœur des cours proposés. Et le dernier yoga, qui est le Karma Yoga, qui est le yoga de l'action désintéressée. Ça veut dire que si vous êtes pas du tout dans aucune des quêtes qu'on vient de dire là, mais que vous êtes par exemple en train de régulièrement rendre des services à autrui sans avoir besoin qu'on vous dise merci, ou en train d'éduquer votre enfant avec de l'amour pur sans avoir besoin qu'il ait une marque de reconnaissance envers vous ou un devoir qui s'impose suite à ce que vous avez fait, ou que vous faites du bénévolat et que vous êtes dans des associations, ou que vous... En fait, que vous arrivez à faire n'importe quelle action sans attendre en retour les fruits de l'action que vous avez générée. Et ça, c'est considéré comme du karma yoga. Alors parfois, c'est
complètement fucked up. On peut prendre la plus belle des philosophies et en faire de la merde avec une mauvaise intention. Donc évidemment, vous avez des profs de yoga qui vont vous dire tu seras gentil de récurer les chiottes et de bosser pour moi pendant 2 ans de façon gratuite, c'est du karma yoga. Non, là les gars, c'est pas du karma yoga. Le karma yoga, c'est pas de l'esclavagisme d'autrui. Hein. C'est le fait que globalement, vous arriviez à un état d'équanimité ou de détachement. Évidemment, tout le monde ne suit pas ces 4 chemins-là. Et c'est pas prescrit d'ailleurs. Le yoga s'impose à personne. Mais c'est pour essayer d'ouvrir un peu le prisme, de se dire le yoga c'est pas juste des asanas, c'est pas juste 2-3 techniques respiratoires, c'est pas d'ailleurs juste une pratique physique, c'est plutôt un état d'être qu'un état de faire, et c'est une compréhension du monde autour de soi. Et pour montrer à quel point c'est inclusif, c'est-à-dire que si vous mettez pas le mot yoga dessus, on s'en fout, tout ça c'est qu'une question de mots. Le yoga c'est beaucoup plus vaste. Donc, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire les 4. En général, les gens en choisissent 1 ou 2. Ça parle pas à tout le monde, toutes ces quêtes-là. Et vous êtes des yogis peut-être sans le savoir. C'est ça le message. Peut-être qu'en fait, vous êtes déjà en train de pratiquer, mais vous ne saviez pas que c'était du yoga, quoi. Et autre préjugé, autre complication dans la pratique du yoga, toutes ces... finalement tout ce marketing et tous ces différents noms de yoga où une fois que vous avez passé donc soit vous avez ceux qui sont pas assez souples ou qui sont trop stressés et puis après vous avez ceux qui font du yoga et qui vont dire toi tu fais quoi comme yoga parce que moi je fais du power le jeudi et puis je ne sais même plus quoi maintenant il y a tellement de noms avec le yoga derrière. Alors tu peux faire du Bikram, tu peux faire du Yin Yoga, tu peux faire du Ashtanga Yoga, tu peux faire du Vinyasa Yoga, tu peux faire du quoi. Il y en a un milliard. Après il y a yoga du village, il y a du yoga de, enfin voilà, il y a un tu peu peux faire du yoga avec le yoga de la féminité, le yoga les cercles des femmes, les yoga endométriose, les yoga, t'as plein de cours à thème en fait. Bon, après ça c'est des avis personnels. Moi je pense quand même que c'est utiliser du coup le mot à la mode mettre des trucs à côté si vous voulez travailler vos abdos et vos cuisses et vos bras, vous n'êtes pas obligé. Enfin, je pense pas que ce soit nécessaire de dire qu'on fait du power yoga. On fait un exercice de gym. De toute façon, tous les exercices de gym, même si c'est du pilate, il y a beaucoup de postures qui sont inspirées du yoga et c'est très bien et on s'en fiche quoi. Mais je suis pas sûre que ça soit vraiment très intéressant. C'est un peu dommage d'avoir pris un truc qui justement repose sur la notion d'unité et de faire des liens entre les choses et d'essayer de pas créer des oppositions artificielles. Et d'arriver à l'avoir sous-segmenté comme ça, comme s'il y avait plein de choses différentes. Donc c'est vrai que c'est la première question qu'on nous pose en général. Quand avec Océane on dit on enseigne le yoga et on fait du yoga, tout le monde dit quel genre de yoga. Mais ça n'a pas tellement de sens. Ça repose sur pas grand-chose, que ce soit la Kundalini Yoga, peu importe. Je vous conseille fortement, il y a des chroniques d'une fille qui est fantastique, qui est une prof de yoga à Lyon, qui s'appelle Zineb, qui enseigne dans une école de yoga qui est la IU School. Et en fait, elle a fait un petit livret qui est accessible facilement et qui est téléchargeable gratuitement. Et qui vous donne déjà des bases sur l'histoire du yoga. Et elle fait aussi, je crois, une formation en ligne que je pense faire, je vais m'inscrire sur ça. Et son contenu est hyper quali, et du coup, elle t'explique à quel point personne ne peut dire qu'il fait du yoga traditionnel. Ça n'a pas de sens. Et il n'y a pas de posture de yoga traditionnelle. Les premières traces de postures qu'on retrouve, elles sont 14e, 15e siècle, donc déjà c'est pas 5000 ans, tu vois, donc personne peut dire je fais du yoga comme il y a 5000 ans, ça m'étonnerait, ou il va falloir m'expliquer. Et les postures qu'on retrouve, c'est absolument pas des salutations au soleil, en fait, les premières traces de salutations au soleil qu'on retrouve, c'est 20e siècle, donc c'est hyper tardif. Et en fait, par la suite, si vous vous intéressez un peu à qui a créé le Iyengar, qui a créé la Kundalini, qui a créé le Bikram, qui a créé je sais plus, il y en a plein, des sous-catégories. En fait, tout ça, c'est très contemporain, ça a 100 ans, 200 ans peut-être. Et c'est des yogis, enfin des gens qui pratiquaient en Inde, et encore pas toujours, parce que par exemple, le monsieur qui a créé la Kundalini, il me semble qu'il travaillait à la douane de base, et qui en quittant l'Inde ont bénéficié un peu de cet aspect exotique pour aller dire c'est du yoga traditionnel en arrivant aux États-Unis, parce que c'est souvent là que ça s'est développé.
Donc par exemple, le fondateur de l'Ashtanga, Patabi Joyce, maintenait que les salutations du yoga comme lui les a fait, c'est-à-dire les salutations dans cet ordre-là précis, eh bien c'était comme ça que c'était pratiqué dans les Védas. Et en fait, maintenant, quand on fait des recherches historiques, on se rend compte que non, pas du tout. C'est toujours les mêmes asanas, qui d'ailleurs ne viennent pas que du yoga. On se rend aussi compte, c'est ça qui est hyper intéressant, qu'il y a des postures de yoga qui viennent de bodybuilders, qui auraient croisé ça avec des entraînements militaires, qui auraient croisé ça avec de la gym suédoise, qui auraient croisé ça avec des méthodes d'hypnose. Et c'est d'ailleurs pour ça que maintenant le produit final, nous on y reconnaissait plein de formations qu'on avait fait. On se disait c'est hyper intéressant, ça me fait penser à l'hypnose cette partie-là. C'est hyper intéressant, ça me fait penser à la méditation et aux techniques de souffle. Mais parce qu'en fait c'est des pratiques qui ont énormément bougé en passant d'un continent à l'autre et d'un enseignant à l'autre. Et du coup, quoi que ce soit comme type de yoga que vous faites, tout est bien, c'est pas la question, c'est pas pour critiquer les uns ou les autres, même si faut faire attention quand même, parce que si vous vous intéressez un peu aux fondateurs de ces différentes typiquement Patabi Joyce ou Bikram ou Yoga Bhajan, enfin il y en a Yogi Bhajan, il y en a plusieurs qui ont maintenant enfin voilà, on sait qu'ils ont abusé ou violé pas mal de leurs élèves, donc c'est pas parce que enfin voilà, il y a aucune raison d'être fidèle à un enseignement de ce genre de personnes. Tout ce qui compte, c'est qu'en tout cas, quand vous pratiquez un yoga, vous ne pensiez pas que vous pratiquez un yoga qui s'appuie sur de la tradition, parce que ça s'appelle un biais cognitif, ça pour le coup, c'est l'argument du vieux pot, de dire ça a 5000 ans donc c'est forcément cool. Non, et puis en général, historiquement, c'est faux. Donc si vous pensez que vous pratiquez la meilleure forme de yoga parce qu'elle est ancienne, c'est dommage. Et si vous pensez que votre forme de yoga s'oppose aux autres, c'est dommage aussi, parce qu'en fait, il n'y a que des liens à faire. Et imaginez qu'il y aurait une forme plus élitiste que les autres. Et je trouve que c'est presque anti-yogi, quoi. C'est vraiment, ça me paraît, pour le coup, être une erreur. Donc c'est pas pour critiquer toutes ces formes de yoga que je dis ça, mais pour essayer au contraire de dissoudre un peu ces différences. Le yoga, c'est du yoga, c'est toujours les mêmes asanas que vous allez retrouver, et du coup essayer de choisir la forme qui vous laisse le plus d'adaptation à vous, et qui sera le moins dogmatique, qui vous dira pas il y a qu'une façon de faire et c'est comme ça, et si tu fais pas comme ça, c'est pas bien. Ça c'est dommage. Et c'est pas comme ça qu'initialement c'est rédigé ou véhiculé, ou c'est pas comme ça que des philosophes qui ont porté le yoga comme Vivekananda l'ont enseigné. Le yoga, c'est l'adaptation. Donc si t'avais une croyance et qu'on te prouve par A plus B que cette croyance était conne, et si t'es yogi, normalement t'es censé abandonner facilement ta croyance du passé et passer à la suite, quoi. Donc il n'y a pas de côté dogmatique, ça doit être comme ça et pas autrement. Et ce serait dommage, et surtout c'est souvent faux, parce que tout ça c'est très, très moderne. Et c'est du coup marrant de se rendre compte que c'était un sport considéré comme réservé aux hommes il y a encore 200 ans, hyper viril, un truc de bodybuilder et tout, alors que maintenant on a l'impression que c'est se connecter à sa féminité, et que nos patients mecs ont presque un peu honte de dire qu'ils font du yoga. Dans un premier temps, ils sont en mode non, c'est pas un truc de bonhomme, quoi. Donc tout ça c'est un peu du marketing, et c'est pas grave, quoi. Vous pouvez vous passer des adjectifs, ne vous laissez pas enfermer dans ces trucs-là. Et concrètement aussi pour la pratique finalement du yoga, nous en tout cas je parlais pour moi-même, mais souvent quand je parle maintenant que je fais des cours de yoga, etc., on me pose souvent la question de ok, du coup tu t'organises comment ton agenda, t'arrêtes, tu fais moins de kiné, et en fait qu'est-ce qui est plus de la kiné respiratoire que du yoga, qu'est-ce qui est plus du yoga que de la kiné respiratoire finalement. On recrée du mouvement, on renforce, on gaine, on étire, on respire dans tout ça, et on se reconnecte à nos sensations. Donc en fait, c'est absolument. Enfin, ça veut dire que peut-être qu'il faudrait tout simplement enlever le mot yoga dans certaines fois, et d'ailleurs ça nous arrive de le faire, de dire bon, on va faire un exercice de mobilité, pour pas dire on va faire un exercice de yoga, pour enlever tous les préjugés, et puis petit à petit on revient un petit peu au yoga, et généralement
ça marche très bien comme ça. Mais peut-être que voilà, il y a cette barrière d'entrée qui est l'homo yoga. Soit cette barrière de génial, j'avais toujours eu envie d'en faire, on m'a dit qu'il fallait que je le fasse pour me détendre, qui est pas non plus génial. Et non, si c'est du yoga, moi c'est pas mon truc, etc. Et alors que quand on fait un cours de yoga, en tout cas moi je le vois vraiment, et peut-être après je pense qu'il y a énormément de façons de le pratiquer. Moi j'ai encore l'impression, alors peut-être que je suis en début de carrière de prof de yoga, mais moi, j'ai un côté très encore d'explication. Alors on va faire cet exercice parce que ça fait ça, vous devez ressentir ça, comme on disait tout à l'heure. Et je trouve que ce que ça m'apporte, en tout cas dans mon métier de kinésithérapeute respiratoire, c'est, comme je le disais vraiment tout à l'heure, c'est la reconnexion à ok, qu'est-ce que j'ai ressenti là, c'est plus à gauche qu'à droite, quel est l'impact du mouvement que je viens de faire sur ma posture maintenant, et de se remettre en permanence là-dedans. Et je suis persuadée que c'est vraiment ces petits moments, presque certes pendant la posture, mais même entre les postures, qui fait aussi toute la magie et tout le bien-être aussi qu'on peut ressentir justement à la fin de cette séance. De s'être reconnecté, d'avoir remis le souffle sur le mouvement, d'avoir remis de s'être concentré sur les sensations. On dit aussi le yoga c'est l'arrêt automatique des pensées, mais c'est vrai que quand on est concentré sur son souffle, sur ce qu'on doit ressentir, on est moins en train de se dire qu'est-ce que je vais manger ce soir, et j'ai oublié de payer ma facture, et à quelle heure. C'est pour ça que c'était bizarre, parce que finalement dans le DU il y a eu un moment où un enseignant avait dit oui, non, mais pas comme le yoga, il n'y a pas d'intention particulière. Mais le yoga, nous, on a bondi intérieurement en entendant ça. On se disait, mais si, c'est justement de l'intention en action. Ou il y en a d'autres qui disent, c'est des skills en action. Enfin, c'est de la compétence en action. Ou c'est ce que disait Océane, l'arrêt des pensées automatiques, ou l'arrêt de l'activité du mental. Donc, encore une fois, nous, ça nous a permis de faire 1 milliard de liens entre des trucs qu'on connaissait, c'est-à-dire de l'anatomie, de la respiration, de se dire tiens, les voies aériennes supérieures, qu'est-ce qu'on en fait, glotte ouverte, glotte fermée, c'est bossé ça au yoga. La posture de langue, c'est bossé au yoga. Comment on lave un nez, le Jalaneti, le truc où maintenant on le redécouvre en congrès, de se dire il faudrait laver le nez avec un respimer, grand volume d'eau, etc. Mais c'est yogi, on l'a pas inventé. Ou se dire marrant, dans les sutras de Patanjali, en 500 avant Jésus-Christ, le mec t'écrit le prana va là où l'esprit va, et l'esprit va où le prana va. C'est-à-dire si tu contrôles ta respiration, et si tu contrôles ton rythme respiratoire, tu vas avoir un apaisement mental. Et si tu as un mental apaisé, tu vas avoir un rythme respiratoire plus lent. Ça c'est pareil, il y a des études encore à l'heure actuelle qui fleurissent sur le sujet en se disant incroyable, si on diminue notre fréquence respiratoire, on diminue la fréquence cardiaque, on diminue ça modifie et ça ralentit les ondes au niveau de l'encéphale. Donc ça faisait le lien entre plein de choses. Alors vous rajoutez à ça la philosophie qui moi me passionnait de base et sur lesquelles je faisais les masters, et où en lisant la philosophie du yoga je me dis mais c'est fou, c'est le stoïcisme plus l'empirisme plus ce que vous voulez, enfin ça lie 1 milliard de domaines qui nous passionnaient, mais en les rendant fluides. C'est-à-dire que c'est exactement ce qu'Océane disait tout à l'heure, on n'a plus l'impression de sauter d'un domaine à l'autre en se disant tiens, je suis peut-être un peu chelou, je fais un grand écart entre l'hypnose et la respiration, entre la respiration et le renforcement musculaire, non, ça devient évident tout ça en le rendant cohérent et en vous disant ok, donc si tu veux avoir une bonne rotation thoracique, il va falloir être capable de bien expirer sur ta rotation, et en même temps si tu veux bien expirer, il te faut de la rotation thoracique, et si tu veux bien expirer, il va falloir avoir un contrôle abdominal. Et ton contrôle abdominal, il va falloir s'intéresser au viscéral, au lombaire, au périnée, à ta posture. Donc ça a rendu tout tellement plus à nouveau, ça porte bien son nom, quoi, moins de barrières artificielles, et tout plus comme un vaste terrain de jeu, en se disant finalement, si je veux avoir un souffle de qualité, il faut que j'ai une posture et un corps aptes à bouger et qui ne soient pas douloureux. Et il faut, pour avoir une posture, un corps qui ne soit pas douloureux, que j'ai une bonne habilité au mouvement. Et pour avoir une bonne habilité au mouvement, il va falloir que j'ai une bonne habilité à la pensée. Parce qu'il n'y a pas de... Ça aussi, c'est un truc qu'on décompose habituellement en se disant il y a des gens intellectuels et il y a des gens physiques. Non, en fait, si t'as pas pensé correctement, ton action, elle découle de la pensée. Donc si t'as pas intellectualisé un minimum, si t'as pas senti les choses, ou ça peut être de l'instinct ou ce que tu veux, mais
il va y avoir un moment où ton intention va infuser ton mouvement, qui va infuser ta posture, qui va infuser ta respiration, qui elle-même va infuser tes pensées. Et donc tout ça devient un espèce de cercle et de terrain de jeu qui est jamais fini. Plus tu pratiques, plus tu te dis que tu sais rien et que tu as un milliard de trucs à explorer, et qui nous nourrit énormément. Mais effectivement, comme le dit OC, on s'est rendu compte à plusieurs reprises que le mot yoga nous crée parfois plus d'emmerdes qu'autre chose, parce qu'il véhicule l'idée que ça y est, on va être super dogmatique, gourou 3000, qu'on va dire aux gens arrêtez vos médicaments, soignez-vous avec la lune et une infusion de thym le soir. Et tout ça, c'est pas obligé d'être opposé. Tu peux garder un esprit critique et un esprit, encore une fois, scientifique sans vouloir tomber dans le scientisme, la croyance là, de l'appel à la science tout le temps pour justifier ce qu'on fait, mais de développer, encore une fois, une approche la plus intégrative possible. Mais depuis le DU, on vous en reparlera, on est un peu revenu sur ce thème intégratif que je croyais être safe et cool. Je me disais c'est bien d'être intégratif, on intègre. Et voilà, on a eu quelques cours qui nous ont un peu calmés là-dessus. Qu'est-ce que c'est que d'intégrer ? On intègre jusqu'où ? Et où commence la dérive ? Ouais, remettre un rapport bénéfice-risque aussi. On reste soignant. Et ça, c'est souvent oublié. Enfin, ça, c'est sûr qu'il va falloir qu'on en parle. Mais... En fait, nous, on s'est dit intégratif, c'est essayer de garder tout ce qu'on a appris de entre guillemets solide, et encore c'est juste de la connaissance, donc il n'y a pas de vérité, c'est de la vérisimilitude, c'est de la croyance légitime, vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est ce vers quoi tu tends pour essayer de te rapprocher d'une forme de vérité. Et on s'est dit on va utiliser ces bases solides qu'on a, plus ou moins solides, et pouvoir s'ouvrir à d'autres choses. C'est pour ça qu'on allait se former à de l'ostéopathie, de l'hypnose, bref, ce que vous voulez, le DU de méditation là par exemple. Donc on peut pas dire à Écossais qu'on aura eu l'esprit fermé. Franchement, on vous racontera le DU, mais on s'est retrouvé dans des situations parfois un peu abracadabrantes. On essaye et on s'ouvre à tout ça. Mais il n'empêche que, oui, on revient à cet exercice de... Tout en faisant une étude scientifique en ce moment au cabinet, et sans faire ça veut pas dire que d'un coup, pour avoir une ouverture d'esprit, tu suspends ton jugement, ta raison, et que d'un coup, puisque... en fait, c'est toujours cette histoire de passer d'un extrême à l'autre. Puisqu'il y aurait pas de vérité, alors du coup, tout se vaut et on peut faire tout et n'importe quoi. Non, vraiment pas. Le relativisme absolu en santé, on tombe vite là-dedans, quoi. Et là, on a eu des cours, il y a des fois où on avait l'air de nous sous-entendre. Finalement, vu que la médecine classique n'est pas parfaite, et Dieu sait qu'elle n'est pas parfaite, que effectivement la place pour l'écoute du patient, la place pour l'impact que va avoir le médecin sur l'éducation du patient, l'environnement du patient, la prévention, c'est des choses sur lesquelles on est au balbutiement. Et en fait, il y a des gens qui utilisent ces faiblesses de la médecine actuelle pour dire, du coup, puisque c'est pas parfait la médecine actuelle, autant s'ouvrir à tout et faire un peu de tout, ce sera pas... Non, c'est pas... c'est trop dommage, en fait, ça devrait nous rendre encore plus exigeants sur ce qu'on propose actuellement dans un soin dit conventionnel, et pas se dire, puisque nous, il y a des fois, on fait un peu de la merde, autant envoyer le patient se faire poser ce que vous voulez, 3 aiguilles, une pierre sur le front et une incantation, et ce sera bénéfique, parce que, alors, toujours le même argument aussi, vous comprenez, le placebo, c'est efficace. On reviendra sur tout ça. Je pense qu'il faut qu'on tire malgré tout vers encore plus de rigueur. Et c'est pas parce qu'on fait du yoga que d'un coup on se dit qu'il faudrait arrêter de penser. Ouais, et ça demande justement, comme tu dis, encore plus de rigueur pour, en tant que professionnel de santé, être le plus, répondre au plus, en tout cas avoir une obligation de moyens, répondre au plus à ce qu'on peut faire avec nos connaissances, notre écoute, etc. pour le patient. Pour le décevoir aussi, entre guillemets, le moins possible de la médecine dite classique, puisqu'on on différencie tout maintenant, donc c'est justement ce qu'on a du mal à comprendre, mais c'est comme ça, de la médecine dite classique, parce que malheureusement c'est aussi très souvent des gens qui vont avoir eu des mauvaises expériences dans le domaine de la santé dite classique, qui du coup se tournent à 100% vers des dérives ou des médecines parallèles vraiment trop poussées et qui pour le coup mettent vraiment à mal leur santé, voire
voire dans des conditions vraiment dramatiques. Et d'un autre côté, ne pas non plus se fermer en tant que professionnel de santé dès qu'il y a un patient qui va nous dire mais moi à côté en plus de mes médicaments, mes séances de kiné, mon suivi de ma dialyse, je pratique aussi de la méditation, de l'hypnose, et puis j'aimerais bien me mettre au yoga et dire attendez, là votre cancer il va pas se soigner avec de l'hypnose. Donc il faut aussi qu'on arrive à être tout le temps le bon curseur au bon endroit pour laisser la place à des choses qui font vraiment du bien, et l'activité physique c'est pas de la santé, c'est pas un médicament, c'est pas de la santé, et pourtant qu'est-ce qui est plus bénéfique au monde que l'activité physique, et donc c'est comme si on opposait à chaque fois non laisse tomber, prends tes médicaments, tu vas pas commencer à faire de l'activité physique. Donc c'est la même chose pour tout le reste, donc il faut vraiment je trouve que c'est notre rôle d'essayer, et c'est en tout cas ce qu'on essaye de faire au maximum, de trouver toujours le bon curseur, de s'ouvrir à tout et de se dire non là vraiment je vais pas y aller, je peux pas là par contre il y a des trucs intéressants, et de pas penser que tout ça c'est sans danger non plus, parce qu'il y a aussi cette idée là de se dire bon bah alors maintenant en fait les gens ont envie que tu sois polarisé, donc c'est vrai que c'est difficile pour nous de trouver notre équilibre, non, Océane et moi je pense que là-dessus on est vraiment mais sur la même longueur d'onde, avec les mêmes capteurs, les mêmes antennes et la même les mêmes critères d'évaluation. On aime vraiment bien quand même évaluer ce qu'on fait. On a plutôt envie d'avoir une pratique dite EBP, et il faudrait qu'on revienne là-dessus sur ce que c'est, mais dans un autre podcast parce qu'on n'aura évidemment pas le temps. Mais en gardant ce côté, d'accord, on s'ouvre, on s'informe, on va choper les informations, on va expérimenter, et après on revient et on essaye de pas mépriser notre patient dès qu'il va nous proposer autre chose que quelque chose qu'on connaissait. Là on entend encore des patients qui se font refouler parce que chez un oncologue ils ont dit qu'ils allaient avoir une action sur leur alimentation, et que des oncos leur disent non mais c'est bon, ça se joue pas dans votre assiette. Bah si, enfin évidemment que l'assiette va avoir un impact. Et en même temps il y a des dangers de tomber sur des gens qui vont vous dire oui bah alors faites un régime monodiète de carottes pendant 3 semaines, et puis ensuite vous jeûnez pendant 6 semaines, et puis vous verrez ça ira mieux, ça guérit le cancer. Donc nous c'est des conneries, et c'est dangereux. C'est évidemment il y a des dérives qui sont extrêmement dangereuses, et surtout quand ça ne se positionne plus comme complémentaire mais comme à la place d'eux. Ça je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et en même temps il y a une tendance à la médecine dite conventionnelle d'être fermée sur ce qui est fait à l'université, d'avoir l'impression que ce qui est par convention enseigné à l'université est qualitatif, ce qui est loin d'être le cas. Et donc du coup, on essaye de trouver ce juste milieu avec Océane, et on dit pas qu'on est au juste milieu, hein. Mais on dit qu'en tout cas, c'est compliqué d'avoir ces conversations avec quelqu'un en face, parce que dès que tu dis un mot en disant que c'est quand même important de faire usage de son esprit critique, de l'affûter, de comprendre tes biais cognitifs, de savoir pourquoi tu penses quelque chose que tu penses, donc de faire de la métacognition, tout de suite les grands mots, ça nous paraît élémentaire, c'est comme ça qu'on souhaite avancer, nous. Et en même temps, ok, on va pas se faire juste des espèces de gens crispés là-dessus en se disant si c'est pas grade A validé par 12 000 études et une méta-analyse, je refuse d'expérimenter. Non, on va expérimenter, mais en essayant d'évaluer ce qu'on expérimente, en essayant de faire la part avec les effets contextuels, etc. Donc c'est un juste équilibre qu'on essaye d'affûter, et c'est pas évident, et c'est vrai que le mot yoga ne nous rend pas toujours service. Et que c'est pour nous, pour autant, il est devenu fondamental dans notre façon de soigner et d'interagir. Et c'était pareil pour les kinés qui ont fait la formation en août ou qui la font actuellement avec nous. Il y a quand même beaucoup de choses où avant ils se disaient ah là c'est des cars, là c'est de l'isométrique, là c'est de l'excentrique, là c'est du HIIT, machin. Et où, avec la formation ils se disent ah oui en fait c'est du yoga quoi. Mais c'est pas pour être chiant, vous appelez ça yoga, vous appelez pas ça yoga, on s'en fout nous. Mais la démarche du yoga, on va dire que c'est, pour finir, d'essayer de ne pas créer de façon illusoire des séparations entre les choses, et d'essayer de les évaluer et d'affûter son sens de la discrimination, donc d'affûter aussi son esprit critique et d'expérimenter pour aboutir à une vision du soin que vous caractérisez comme holistique ou intégrative si ça vous chante, mais que nous, on essaye de rendre cohérente.
Bon, vous l'aurez compris, nous, la pratique du yoga a changé notre pratique quotidienne de soignants et probablement aussi nous a changé un petit peu nous-mêmes et avec nos proches. Et enfin voilà, c'est sûr que c'est une autre façon de voir les choses et ça a été un vrai cadeau pour nous. Ce qui n'empêche que on a des kinésithérapeutes absolument incroyables et formidables et pertinents et empathiques et philosophes et tout ce que vous voulez au sein du cabinet qui ne pratiquent pas du tout de yoga. Donc c'est vraiment pas comme si on pouvait vous dire je vous conseille vraiment cette formation pour développer ta compétence en respi, c'est vraiment hyper important. Vous dire faut absolument que vous fassiez la formation de yoga, ça va changer votre vie. Faut que ça évidemment il faut qu'il y ait un petit truc au fond de vous qui vous dit qui vous donne envie. Oui, il faut que ça résonne. Et après, vous faites bien la formation que vous voulez. Nous, on n'est pas là pour faire Enfin, c'est pas une façon de ce podcast de vous dire venez vous former avec nous. Non, je pensais que tu allais faire un code promo. Il y a code promo OC 80. On s'en fout. Faites la formation qui vous appelle vous, si vous en avez envie. Là, l'idée c'était de détruire plutôt des idées reçues qu'autre chose. Et ne vous laissez pas impressionner par non mais il faut absolument se former sur 4 ans, non mais il y a que tel enseignement qui est valable, il y a que tel... Choisissez quelqu'un avec qui vous allez vous sentir en phase et à l'aise, ou ne vous formez pas du tout à ça, mais en tout cas ne pensez pas que le yoga c'est dégrainer un chapelet, de faire des rituels et puis... plus ou moins chamaniques et de penser parler aux esprits ou quoi. Enfin, on en est très très loin, donc si ça peut déconstruire 2-3 idées reçues, c'est cool. Puis pas hésiter si quand même on a envie de pratiquer du yoga et qu'on a eu, ça a été mon cas, une mauvaise expérience ou c'est des fois que ce soit de la pratique physique, que ce soit une consultation avec un médecin, des fois ça passe pas ou c'est pas ce qu'on attendait ou on s'est pas senti bien. Pas hésiter il y a de plus en plus de profs de yoga, donc pas hésiter à renouveler différentes expériences, aller voir de différentes façons pour ressentir les choses et puis faire une formation de 200 heures de yoga parce que c'est pas assez 200 heures mais c'est déjà bien complet. C'est pas obligatoirement pour devenir, comme on dit, prof de yoga ou donner des cours. Moi je trouve qu'il y a un côté et je pense que peut-être qu'il faut commencer déjà par le faire de toute façon pour soi et après si on a envie de transmettre et si ça nous fait du bien et que ça fait plaisir et que ça donne du sens, super, mais je pense qu'il y a un côté quand même très c'est vraiment pour soi à mon avis qu'on les fait ces formations et si après on a envie de le transmettre, c'est sûr que ça peut être en tout cas c'est vraiment les meilleurs moments de notre journée loin devant, ça c'est certain. Et sur ce, on vous souhaite une bonne semaine, un bon mois si on ne refait pas de podcast d'ici là. Parce que là, on va retourner à l'ashram, etc. C'est bientôt la fin de la formation. Et que ce soit avec du yoga ou sans yoga, peu importe, comme on l'a dit, peut-être que vous êtes yogi sans le savoir. Si vous écoutez le podcast, c'est déjà un petit pas. Très bonne soirée si c'est... voilà. À bientôt. Ouais, ou bonne journée. Ouais, bon après-midi.